Les Fournier étaient de retour, inchangés depuis leur disparition en 1972. La nouvelle fit rapidement le tour des médias, provoquant un véritable séisme dans la communauté scientifique et au sein des forces de l'ordre. Philippe d'Harcourt, maréchal des logis, chef en charge de l'enquête, se retrouva face à une énigme digne des plus grandes affaires non résolues. L'interrogatoire et les premières pistes, installés dans une pièce sobre du commissariat, Jean et Marie Fournier, accompagnés de leurs enfants, tentaient tant bien que mal de répondre aux questions des enquêteurs. Mais plus ils parlaient, plus le mystère s'épaississait. Ils se souvenaient être montés dans leur déesse noire par une nuit glaciale de Noël. Ensuite, plus rien. Un immense vide. Nous étions sur la route, il neigeait. Jacques et Sophie dormaient, à l'arrière. Puis, Jean chercha ses mots, visiblement troublé. C'est comme si nous avions cligné des yeux et que tout avait changé, ajouta Marie en serrant la main de sa fille. Nous étions toujours dans la voiture, mais ce n'était plus la même route. Les enquêteurs notèrent chaque détail, mais rien n'expliquait comment ils avaient sauté plus de 50 ans dans le futur. Leurs vêtements, leurs objets personnels, tout était d'époque. Même l'essence dans leur réservoir datait des années 70, comme le confirma un chimiste de la gendarmerie. Une enquête scientifique et historique. Les experts médicaux se penchèrent sur leur état de santé. Pas une seule cellule de leur corps n'indiquait un vieillissement accéléré ou suspendu. C'était comme s'ils avaient réellement voyagé dans le temps. Mais comment? Pendant ce temps, d'Harcourt épluchait les archives. Il découvrit que la famille Fournier était bien portée disparue depuis 1972. L'enquête de l'époque avait conclu à une fuite ou un drame inexpliqué, et le dossier avait été classé après plusieurs années de recherches infructueuses. Mais ce qui l'interpella le plus, ce fut un témoignage oublié. Un fermier, vivant non loin du lieu de leur disparition, avait signalé avoir vu cette nuit-là une étrange lumière dans le ciel, juste avant que la voiture des Fournier ne disparaisse. L'hypothèse du surnaturel intrigué, d'Harcourt fit appel à un astrophysicien, le professeur Morel, spécialisé dans les anomalies spatio-temporelles. Ce dernier confirma que plusieurs phénomènes inexpliqués avaient été relevés dans cette région durant les années 70, des signaux radio inhabituels, des interférences électromagnétiques et surtout des disparitions d'animaux et de véhicules signalés par intermittence. Nous avons déjà observé des cas de ce genre dans d'autres endroits du monde, expliqua Morel. Il existe des points où la réalité semble se plier, comme si le temps et l'espace s'effaçaient momentanément. d'Harcourt, sceptique, fouilla plus en profondeur. Il trouva un rapport militaire classé secret, mentionnant un projet, appelé « Fenêtre d'Orion ». Ce programme visait à étudier des fluctuations temporelles anormales. Une connexion avec l'inconnu, une hypothèse émergea. Et si les Fournier avaient été pris au piège d'un phénomène spatio-temporel, une faille, un portail, vers un espace hors du temps, qui s'était refermé jusqu'à ce qu'ils en ressortent, 53 ans plus tard. Jean, en entendant cette théorie, se leva d'un bond. « C'est impossible, nous n'avons rien vu de tel. » Mais alors que l'enquête progressait, Sophie commença à se souvenir de fragments d'images. Une lumière aveuglante, des silhouettes floues qui semblaient les observer, un son grave, presque métallique. « Ce n'était pas un rêve », murmura-t-elle un soir à son frère. Les premières révélations. Une analyse approfondie de leur déesse noire révéla un détail troublant. Des particules inconnues, ne correspondant à aucun élément répertorié sur Terre, étaient incrustées
dans la carrosserie. Morel fit analyser ces particules et confirma qu'elles semblaient provenir d'un environnement dépourvu de toute radiation cosmique habituelle. Darcourt comprit alors que l'affaire dépassait l'entendement. Les Fournier avaient peut-être été projetés ailleurs, dans un endroit où le temps n'avait pas d'emprise. Mais où et pourquoi eux? L'enquête ne faisait que commencer. Les jours passaient, et l'enquête sur la famille Fournier stagnait. Aucune explication rationnelle ne semblait pouvoir justifier leur disparition en 1972 et leur réapparition en 2025 inchangée. Chaque expertise scientifique revenait avec la même conclusion. Biologiquement, ils étaient bel et bien des individus des années 70, sans aucune anomalie génétique ou vieillissement inexpliqué. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Marie et le vertige de l'incompréhensible Marie, l'institutrice, étaient celles qui semblaient souffrir le plus psychologiquement. Son esprit cartésien de pédagogue refusait de se soumettre à l'absurde. Plus que la peur, c'était le vertige qui l'envahissait. Elle observait le monde moderne avec un sentiment d'irréalité grandissant. Elle ne reconnaissait plus rien. Les écrans omniprésents, les voitures sans bruit, l'agitation frénétique d'une époque qui lui semblait trop rapide. Même les visages des gens lui paraissaient différents, marqués par des expressions qu'elle ne parvenait pas à décrypter. Elle ne pouvait se confier à Jean, qui semblait trop occupé à comprendre rationnellement leur situation, ni à ses enfants, qu'elle tentait de protéger. La nuit, elle se réveillait souvent en sursaut, envahie par des souvenirs diffus, des sensations étranges, des flashs d'un lieu inconnu, métallique, froid, baigné d'une lumière bleutée. Était-ce un rêve, une réminiscence? Un soir, alors qu'elle se regardait dans un miroir, elle eut un vertige violent. Son reflet lui parut légèrement décalé, comme si, un bref instant, il ne lui appartenait pas tout à fait. Elle recula, paniquée, le cœur battant. Était-elle en train de devenir folle? Sophie est l'éveil d'une capacité. Sophie, quant à elle, réagissait différemment. Elle s'adaptait avec une facilité troublante à ce nouveau monde. Ce qui aurait dû la terrifier semblait au contraire l'amuser. Mais ce que personne ne remarqua immédiatement, c'était qu'elle savait des choses qu'elle n'aurait pas dû savoir. Tout commença avec Philippe Darcourt, le maréchal des logis-chefs en charge de l'enquête. Un homme pragmatique, sceptique, mais profondément intuitif. Depuis leur réapparition, ils n'avaient cessé de chercher une faille dans leur histoire. Pourtant, ils devaient se rendre à l'évidence. Soit les Fournier disaient la vérité, soit ils étaient les meilleurs menteurs du monde. Un matin, alors qu'il interrogeait Sophie, en présence de ses parents, il tenta une approche subtile. « Dis-moi, Sophie, tu te souviens vraiment de rien, même pas d'un rêve étrange, d'une sensation particulière. » La fillette le fixa un instant, ses grands yeux clairs le scrutant avec une intensité dérangeante. Puis elle sourit légèrement. « Vous êtes triste, monsieur Darcourt ?» Le gendarme haussa un sourcil, pris au dépourvu. « Pourquoi tu dis ça? » « Parce que vous pensez à votre papa, et vous aimeriez qu'il soit fier de vous. » Un silence de plomb tomba dans la pièce. Darcourt sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais mentionné son père. Il s'était éteint des années plus tôt, et pourtant, Sophie l'avait deviné. Non, pas deviné. Elle l'avait su. Marie blêmit. Jean regarda sa fille, stupéfait. « Sophie, comment tu sais ça ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. La petite haussa les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Je l'entends. Il le pense si fort. » Darcourt se força à reprendre contenance. Il posa doucement son stylo sur la table. « Tu entends,
mes pensées. Sophie le regarda, sérieuse, puis hocha la tête. Marie sentit son sang se glacer. Elle ne savait plus ce qui était le plus effrayant, la disparition inexpliquée de leur famille ou ce que sa fille était en train de devenir. Une hypothèse terrifiante. D'Harcourt, troublé, passa les jours suivants à rassembler des témoignages, cherchant d'autres indices qui auraient pu corroborer l'étrangeté de cette affaire. Un détail revint sans cesse dans les rapports, la lumière bleue. Tous les membres de la famille Fournier évoquaient, par bribes, une étrange lueur froide, des sons métalliques, une sensation d'apesanteur. Certains spécialistes suggérèrent une expérience de suspension cryogénique, mais aucune technologie humaine des années 70 ne permettait une telle prouesse. Et puis, il y avait Sophie. Les expériences commencèrent. Avec l'accord de ses parents, des psychologues et neurologues testèrent ses facultés. Elle était capable de deviner des mots cachés, de ressentir les émotions d'autrui avec une précision inhumaine, pas de manière absolue, mais bien au-delà de la simple intuition. Marie se sentait de plus en plus dépassée. Et puis, il y avait ses propres visions, ses cauchemars, ce reflet étrange dans le miroir. Elle avait la sensation qu'une part d'elle-même lui échappait, comme si quelque chose en elle n'était plus tout à fait humain. Un soir, alors qu'elle se trouvait seule dans sa chambre, elle vit une ombre passer dans le miroir. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna d'un coup, mais il n'y avait rien. Pourtant, elle savait, elle n'était pas seule. Et si, d'Harcourt finit par formuler une hypothèse terrifiante, et si la famille Fournier n'était pas revenue seule, si quelque chose les avait accompagnés, si dans cet espace inconnu où ils avaient été retenus, quelque chose d'autre s'était infiltré en eux. Marie, Sophie, et même Jean et Jacques, n'étaient-ils réellement que des humains revenus du passé? Ou autre chose, des porteurs involontaires d'une présence inconnue? La vérité n'était peut-être pas simplement qu'ils avaient disparu. Peut-être avaient-ils été modifiés. L'enquête n'en était qu'à son commencement. Mais une chose était sûre, la famille Fournier n'était plus tout à fait celle qu'elle avait été, et leur retour n'était pas un miracle. C'était un mystère encore plus grand que leur disparition.